Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce troisième édition du baromètre Qualitel Ipsos. Eh bien, je vais inviter le président de Qualitel, Bertrand Delcambre, pour introduire notre matinée. Bonjour à tous. Alors, on a quelques petites inquiétudes parce qu'on a deux de nos trois invités qui ne sont pas encore là. Je vais quand même les remercier d'avoir bien voulu participer à cette séance. Donc, ce sera Madame Alexandra François-Cuxac qu'on attend, que vous connaissez, qui est la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers. Monsieur Claude Capillon, qui nous a assuré qu'il était en route, qui est président du territoire Grand Paris Grand Est de la métropole du Grand Paris et maire de Rosny-sous-Bois. Et je remercie Monsieur Olivier Pavy, qui lui est à l'heure, en tant que président de la communauté de communes Sologne-des-Rivières et maire de Salbris. Alors quelques petits rappels pour commencer. Tout d'abord Qualitel. Alors l'association Qualitel, elle a été créée pour améliorer la qualité du logement en France il y a 45 ans, presque un demi-siècle. Et nous menons deux grands combats. D'une part, aux côtés des professionnels, afin de tirer la qualité du logement vers le haut, en neuf et en rénovation, à travers la certification NF Habitat depuis 4 ans maintenant. Et depuis plusieurs années, environ un logement neuf sur deux est certifié en France par Qualitel. Et d'autre part, à travers l'information du grand public, nous essayons de faire en sorte que les occupants des logements comprennent le mieux possible les déterminants de la qualité de vie à la maison. Et en 2017, depuis 2017, en nous appuyant sur Ipsos, nous avons créé le baromètre de la qualité de vie à la maison, en questionnant pour la première fois à grande échelle les Français sur leur perception, sur leur ressenti en matière de qualité du logement, et en souhaitant que ce baromètre s'ancre dans la durée pour devenir une étude de référence annuelle. Cette première édition du baromètre Qualitel a confirmé que l'habitat est un vrai sujet de préoccupation pour les Français qui sont en règle générale très attachés à leur logement. Plus précisément, ce premier baromètre a bien mis en évidence les éléments qui conditionnent fortement la satisfaction des occupants, et notamment le confort thermique, l'acoustique, la ventilation, la qualité des matériaux. Cette première édition a également révélé que la qualité de vie à la maison n'est pas homogène. Il y a des Français qui sont mieux logés que d'autres, en particulier ceux qui vivent dans des logements récents. Nous avons noté à cet égard un véritable déficit de qualité, trou de la qualité, pour les logements construits entre 1900 et 1980. L'an dernier, en 2018, nous avons orienté le baromètre sur la question de la rénovation, qui est un enjeu sensible pour les occupants de logements anciens, et aussi bien sûr un énorme enjeu public qui va conditionner notre capacité à atteindre les grands objectifs de réduction des consommations d'énergie et de diminution des gaz à effet de serre. Nous avons ainsi mis en évidence que pour obtenir une amélioration sensible du confort, qui est la première motivation des Français pour engager des travaux de rénovation, il faut la conjonction de plusieurs travaux significatifs concernant l'isolation, la ventilation, le système de chauffage, l'électricité ou encore les fenêtres. En 2018, nous avons également cherché à évaluer l'apport des objets connectés en matière d'amélioration du confort et de la qualité des logements. Ce baromètre nous a indiqué que les Français attendent avant tout de ces équipements qu'ils répondent à des besoins très concrets: sécurité, économie, maintien à domicile de personnes âgées et ou handicapés, et que les porteurs de ces nouvelles technologies devront répondre aux craintes que suscitent les équipements connectés: nocivité des ondes, usage et protection des données. Mais nous sommes en 2019, et le thème de la fracture territoriale a largement alimenté la chronique au cours des derniers mois, marquée par de fortes tensions sociales. Nous avons ainsi choisi, pour cette troisième édition du baromètre, d'explorer les perceptions des Français sur le logement selon le type de territoire habité: communes rurales, villes moyennes, métropoles,
et agglomération parisienne. Toujours en partenariat avec Ipsos, l'étude est d'une ampleur inédite, avec près de 5000 personnes interrogées sur 80 questions. Il est temps maintenant de vous faire partager les résultats de cette 3e édition, en vous priant de bien vouloir excuser Brice Teinturier, qui ne sera pas avec nous ce matin pour des petites raisons de santé, et qui sera remplacé par sa collaboratrice Sarah Duhautois, directrice adjointe chez Ipsos, à qui je vais passer la parole tout de suite. Merci de votre attention. Merci, bonjour à tous. Désolée pour ceux qui étaient venus là pour Brice, mais vous allez voir, on va quand même passer un très bon moment. Les résultats de cette année sont très intéressants, comme ils l'étaient d'ailleurs les 2 années précédentes. Donc cette année, c'est une édition inédite, vous l'avez dit, par son ampleur, puisque nous avons interrogé près de 5000 personnes. C'était déjà un dispositif ambitieux dès 2017, puisqu'on avait à l'époque interrogé déjà presque 3000 personnes. Mais voilà, chaque année, on fait un peu mieux et on arrive aujourd'hui à 5000 personnes interrogées, avec comme objectif de savoir où est-ce qu'il fait bon vivre en France en matière de logement, où est-ce qu'il fait bon se loger pour les Français. Donc rapidement sur la méthodologie, on a 2 types d'échantillons. Un échantillon, je dirais, classique qu'on a dans la plupart des enquêtes auprès des Français, un échantillon national représentatif. On en a tout de même interrogé 2000, ce qui est assez conséquent. Et un 2e échantillon de 2850 personnes qui, elles, ont été interrogées uniquement dans les plus grandes métropoles françaises, les 11 plus grandes métropoles françaises. Et vous verrez en 2e partie de cette matinée, nous reviendrons plus spécifiquement sur les résultats auprès de ce type de population. L'enquête a été réalisée au mois de mai par Internet. Donc le point fort de cette enquête, pour certains, vous le connaissez, c'est le Quali-score. Donc le Quali-score, c'est un indice de qualité du logement qui est un condensé de 17 critères. Donc il représente énormément de dimensions différentes en termes de qualité du logement. Sur chacune de ces dimensions, les Français sont amenés à se positionner en exprimant leur satisfaction, de pas du tout satisfait jusqu'à extrêmement satisfait. Et ensuite, chacune de ces 17 dimensions est ramenée à son poids dans l'importance qu'il revêt pour la qualité du logement, ce qui donne une note sur 10 pour représenter de façon globale la qualité du logement. Donc cette année, nous allons insister tout particulièrement sur des résultats qui sont assez positifs pour une fois pour les campagnes et pour les villes moyennes. C'est vrai que l'actualité récente, vous l'avez rappelé brièvement Bertrand, avec le mouvement des Gilets jaunes, a montré notamment que la France, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette crise plus longuement, puisqu'on pourrait y passer la matinée, mais en gros c'était une crise de 3 ordres, le mouvement des Gilets jaunes, une crise de la représentation d'abord. Alors même si les maires continuent de toujours avoir la cote auprès des Français, c'est vrai qu'elle a montré une vraie crise de la représentation, notamment au niveau du gouvernement et des députés. Une crise de la représentation, mais aussi une crise économique, bien sûr, avec un sentiment de déclassement de plus en plus présent dans la société française, mais également une crise sociale. On a vu vraiment la France des grandes villes un peu en distance par rapport à ce mouvement, et au contraire, celle des villes, celle qu'on pourrait appeler la France périphérique, celle des villes moyennes, voire des campagnes, qui étaient, elles, très mobilisées sur ce mouvement. Et ce qu'on va montrer aujourd'hui à travers cette enquête sur la qualité du logement, c'est que sur ces sujets de qualité du logement, au contraire, les campagnes, les villes moyennes sont bien mieux dotées que les plus grandes villes et que l'agglomération parisienne. Vous allez voir, on va aborder les résultats essentiellement sous cet angle, en comparant d'une part les communes rurales et les villes moyennes, et d'autre part les métropoles et l'agglomération parisienne. Et ce qui est assez frappant, vous le verrez, c'est que quel que soit le sujet abordé dans l'enquête sur la qualité du logement, on a vraiment cette dichotomie entre d'une part communes rurales, villes moyennes, et d'autre part métropole, agglomération parisienne. Donc sur le Quali-score, cet indice de qualité globale des logements, on a une note moyenne cette année qui est de 6,8 sur 10. Donc c'est une note qui est à peu près stable par rapport à ce qu'on mesure depuis le début sur l'enquête. Mais ce qui est intéressant de constater cette année, c'est qu'il y a, comme je le disais, donc une réelle différence entre les différents territoires, avec un indice de 7 sur 10 dans les communes rurales, donc bien plus élevé que par exemple en agglomération parisienne, où il est seulement à 6,4. Donc
Ces différences, elles peuvent paraître minimes, mais quand on rentre dans le détail des résultats et de la satisfaction, il y a toujours un écart important entre les différents territoires. Et en effet, sur les critères qui contribuent le plus à la qualité du logement, il y a systématiquement donc un niveau de satisfaction supérieur pour les communes rurales et les villes moyennes. Donc on a pris quelques exemples ici, hein. On ne va pas vous montrer les 17 critères parce que ce serait un petit peu long, mais sachez que ça marche donc pour tout, avec donc cette belle courbe, hein, si on peut dire, entre les communes rurales, villes moyennes, métropoles, agglomération parisienne, avec sur l'exemple du confort thermique du logement, qui est un point très très important pour la qualité perçue de son logement, une satisfaction de 75% dans les communes rurales et de 70% dans les villes moyennes, avec un petit décrochage sur les métropoles et l'agglomération parisienne. Même exemple sur l'isolation acoustique de son logement, qui est même encore là plus frappant, hein, vous le voyez, puisqu'on a là une courbe qui est vraiment en descente, avec une satisfaction très importante dans les campagnes, voire même dans les villes moyennes, hein, plus de 3/4 des habitants des villes moyennes qui sont satisfaits de l'isolation acoustique de leur logement, c'est pas négligeable. En revanche, dans les métropoles et en particulier dans l'agglomération parisienne, on descend à 63 et 57% de satisfaction sur ce critère. Voilà, et il en va ainsi de l'ensemble des critères, des 17 critères du Quali-score. Donc, quels sont les éléments qui expliquent ces différences et cette dichotomie entre les différents territoires? Alors, selon nous, il y en a 5 principaux facteurs explicatifs. Le principal, le facteur numéro 1, c'est la surface du logement. Vous serez certainement pas surpris d'apprendre que les logements sont plus grands dans les campagnes en moyenne que dans les villes et encore plus que dans l'agglomération parisienne. Là, on a fait un exercice assez intéressant de comparaison entre la taille réelle déclarée par les personnes qu'on a interrogées et la taille souhaitée. Donc vous voyez que dans les communes rurales, la taille moyenne des logements est de près de 135 mètres carrés et la taille souhaitée est la même, 135,9 mètres carrés dans les campagnes. Donc quand on habite à la campagne, on a le luxe quelque part de pouvoir habiter dans un logement à la taille qui nous convient. Ce qui est à peu près le cas aussi dans les villes moyennes. Donc ça, c'est un point intéressant de voir que dans les villes moyennes, on a encore à peu près les moyens et la possibilité de s'offrir un logement de la taille qui nous convient, dont on a besoin. En revanche, vous voyez l'écart dans les petites maisons entre métropole et en métropole et dans l'agglomération parisienne est bien plus important, avec un décalage entre la taille réelle de son logement et la taille souhaitée. Donc c'est là où dans ces agglomérations, il faut faire des sacrifices. Or, on le sait, la taille du logement a donc un impact sur la qualité du logement. De la même façon, si on regarde non plus la superficie totale du logement, mais la superficie de la pièce principale du logement, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a une pièce principale qui est bien plus grande dans les logements des communes rurales et des villes moyennes que dans les logements des métropoles et en particulier de l'agglomération parisienne. Et ça, c'est un point qui est d'autant plus important que finalement, dans la pièce principale, c'est là où on reçoit ses amis, sa famille, et on voit, alors que ce soit une cause ou une conséquence, c'est difficile à déterminer, mais en tout cas, on reçoit en moyenne plus souvent dans les communes rurales que dans les grandes villes. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs les terrasses des cafés parisiens, voire des grandes villes, pour se rendre compte qu'il y a effectivement beaucoup de monde et que c'est quand même peut-être plus facile de recevoir ses amis autour d'une table dans un café, enfin d'être avec ses amis autour d'une table dans un café que chez soi dans des logements assez exigus. Et la troisième cas illustratif de l'importance de cette superficie du logement, c'est également la satisfaction vis-à-vis de la capacité de rangement de son logement. Elle est massivement négative dans les grandes villes. On a un tiers des métropolitains et des franciliens qui sont insatisfaits de la capacité de rangement de leur logement. Donc voilà pour le premier facteur explicatif des différences entre grandes villes et villes moyennes et campagnes sur la qualité du logement. Il y en a également d'autres. Le deuxième, c'est l'environnement immédiat. Et pour faire court, c'est globalement les voisins. On a ainsi 3 fois plus de chances en agglomération parisienne de se déclarer gêné par les bruits de ses voisins, des logements voisins. C'est le cas donc de 33% des habitants de l'agglomération parisienne qui déclarent être régulièrement gênés par des bruits provenant de leurs voisins. C'est le cas de seulement 11% dans les communes rurales. Voilà, et de la même façon pour les bruits de la rue, même si c'est un petit peu moins, la différence est un petit peu moins flagrante, on a plus de chances d'être dérangé par les bruits de la rue en agglomération parisienne que dans les communes rurales. Voilà, ce qui est
en soi pas forcément surprenant, puisqu'évidemment, il y a plus de circulation et plus de monde dans les grandes villes, mais il y a aussi quand même un lien avec l'isolation acoustique du logement. Troisième facteur, le statut de l'occupant. En effet, quand on est propriétaire, on a un quali-score moyen de logement qui est bien plus élevé que quand on est locataire. Un 7,2 en moyenne pour les propriétaires que nous avons interrogés, versus seulement 6 sur 10 pour les locataires. Donc un point vraiment de différenciation entre propriétaires et locataires sur la qualité du logement. Or, quand on regarde la proportion de propriétaires selon les différents types de territoires, eh bien, il y a finalement bien plus de territoires dans les communes rurales et dans les villes moyennes que dans les métropoles, et encore plus qu'en agglomération parisienne. Vous voyez, en agglomération parisienne, seulement un habitant sur deux quasiment est propriétaire. C'est le cas de 3/4 dans les communes rurales. Donc c'est aussi ce qui peut expliquer le fait qu'on a une satisfaction vis-à-vis de la qualité de son logement plus grande dans les zones rurales et villes moyennes. Quatrième facteur explicatif qui est en partie lié quand même au statut d'occupation, c'est le type d'habitat. On a d'autant plus de chances d'avoir un logement de qualité quand on habite dans une maison. Vous voyez, le quali-score moyen des habitants de maison est de 7,1 pour seulement 6,3 dans les appartements. Or, alors ça, c'est pas le résultat le plus surprenant de l'enquête, mais vous voyez, il y a 88% de maisons dans les communes rurales, 70% dans la ville moyenne, et seulement 45% dans les métropoles et 26% en agglomération parisienne. Donc on a évidemment plus de maisons à la campagne, et c'est aussi ce qui peut expliquer une meilleure qualité perçue du logement dans ces zones-là. Dernier facteur, et non des moindres, c'est l'investissement personnel dans son logement. En effet, alors il y a plusieurs façons de le mesurer, mais un des premiers indicateurs d'investissement, c'est les travaux de rénovation qu'on a pu effectuer dans son logement. Si certains d'entre vous ont déjà réalisé des travaux, je pense que vous vous en souvenez. Donc c'est vrai que c'est souvent un investissement non seulement financier, mais aussi de temps et d'énergie pour réaliser des travaux. Et donc on a d'autant plus de chances d'avoir une qualité perçue de son logement qui est plus élevée quand on est dans un logement dans lequel on a entrepris des travaux de rénovation. Or, vous le voyez, dans les communes rurales, on a un taux de personnes qui ont réalisé des travaux dans leur logement qui est plus élevé qu'ailleurs, de la même façon d'ailleurs dans les villes moyennes. 42% dans les communes rurales, 39% dans les villes moyennes et seulement 34% en métropole et dans les métropoles et 33% en agglomération parisienne. Donc les travaux, c'est un élément pour mesurer l'investissement dans son logement, mais également il y a une dimension plus émotionnelle qui est l'attachement à son logement. Et là, c'est assez amusant aussi de voir que cet attachement, il décroît avec la taille de la ville, et on est plus attaché à son logement dans les campagnes et dans les villes moyennes que dans les très grandes villes de France. L'attachement, c'est assez intéressant aussi de le regarder selon l'âge, parce qu'il y a de vraies différences, avec un attachement des jeunes, les moins de 35 ans, qui est finalement très fort partout, mais également dans les communes rurales. Donc on pourrait imaginer que les jeunes qui ont vécu à la campagne aient une envie folle de s'enfuir en courant pour aller habiter à la ville, qui est plus pourvue en équipement, en lieu de socialisation, etc. Mais il n'en est rien. Vous voyez, il y a 85% des jeunes qui sont vraiment attachés à leur logement, et c'est bien plus que dans les grandes villes. Si on regarde sur les plus âgés, la période plutôt où on construit sa famille, voire on évolue avec une famille, l'attachement au logement, là pour le coup, il est bien plus faible en agglomération parisienne. Là, le décrochage, il se fait plutôt au niveau de l'agglomération parisienne qu'au niveau des métropoles. Mais on a là aussi un vrai écart entre les différents territoires, et on peut peut-être supposer, notamment en raison de ce dont nous avons parlé au début, à savoir la taille du logement qui est bien plus exiguë en agglomération parisienne. Troisième tranche d'âge, les plus âgés, les plus de 60 ans. Là, assez intéressant, ça doit être une des seules courbes qui est à peu près plate selon les territoires. L'attachement au logement, il est bien plus fort que dans les autres catégories d'âge. Vous le voyez, plus de 85%, quel que soit le territoire, et il monte même à 90% dans les communes rurales. Mais on a un attachement globalement qui est très fort chez les 60 ans et plus, et qui finalement rejoint ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire aussi le fait d'être propriétaire. C'est qu'on a plus de propriétaires parmi les plus âgés, évidemment, et le fait d'être attaché à son logement. Alors, voilà, ces résultats montrent qu'il y a un vrai
atout, un vrai avantage concurrentiel à habiter dans une commune rurale ou dans une ville moyenne en termes de qualité logement. Et c'est pour ça qu'on parle de fracture territoriale à l'envers. Alors, bien sûr, il y a tout un tas de critères sur lesquels ces habitants-là sont moins satisfaits, et on va le voir. Mais finalement, c'est cette moindre satisfaction sur des équipements moindres en services publics, en lieux culturels, etc., ne va pas jusqu'à donner envie d'aller habiter dans ces grandes villes. Donc là, je vais passer assez vite sur ces résultats puisque c'est assez attendu et déjà très couvert par d'autres études. Mais globalement, on a une plus grande insatisfaction dans les communes rurales et dans les villes moyennes sur l'accessibilité au transport. Globalement, sur l'accessibilité au transport, il n'y a pas de souci dans les métropoles et en agglomération parisienne. En revanche, vous voyez, dans les communes rurales, 55% d'insatisfaction. Pareil sur l'offre de commerce et de services dans sa commune. Et de la même façon également sur la connexion Internet. Voilà, là on vous a pris trois exemples, mais pour montrer que sur ces critères-là d'attractivité du territoire, c'est des éléments sur lesquels les communes rurales et même les villes moyennes, c'est un point important aussi, ce n'est pas que les communes rurales, sont moins bien pourvues et les habitants sont moins satisfaits. Voilà, et on peut noter tout de même que sur la connexion Internet, on a quand même un quart de la population qui n'est pas satisfaite dans les grandes villes et en agglomération parisienne, quand bien même il y a la fibre et une connexion qui est censée être très développée. Donc malgré cela, malgré cette moindre satisfaction sur ces critères vis-à-vis de l'attractivité de son territoire, finalement, les habitants des campagnes sont bien plus nombreux et des villes moyennes sont bien plus nombreux que ceux des très grandes villes à souhaiter rester dans leur logement, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Vous voyez, ils sont 38% dans les communes rurales à nous dire « je ne changerai de logement pour rien au monde ». On a été très fort dans la formulation, mais tout de même 38% partagent cet avis dans les communes rurales, 32% dans les villes moyennes, et cela descend à 25%, donc un quart dans les métropoles, et 22% en agglomération parisienne. Donc on a quand même une volonté dans les très grandes villes de changer de logement, et on le constate, cela a un lien avec la qualité du logement. Quand on regarde parmi ceux qui souhaitent changer de logement à court terme, leur indice, leur Quali-score, il est très faible, puisqu'on a 5,4 sur 10 de Quali-score pour les personnes qui souhaitent déménager, et cela monte à 7,7 chez ceux qui ne souhaiteraient changer de logement pour rien au monde. Donc, vous voyez, ça paraît assez logique, mais ça montre aussi le poids de la qualité à l'intérieur de son logement par rapport à tout ce qui peut être mesuré dans le quartier, à l'attractivité du territoire au global. Et d'ailleurs, quand on leur demande où est-ce qu'ils habiteraient s'ils avaient le choix, indépendamment de toute contrainte financière, organisationnelle, etc., les habitants des métropoles et de l'agglomération parisienne sont très, très peu nombreux à choisir leur propre catégorie d'agglomération. Et donc on le voit sur les habitants des métropoles, il y a quasiment une moitié qui souhaiterait habiter dans l'idéal en commune rurale. Donc on est loin de la stigmatisation de la campagne où on s'ennuie, où il ne fait pas bon vivre. Il y en a plus de la moitié qui souhaiterait y habiter. Et en agglomération parisienne, alors c'est certes un peu plus faible, c'est 29%, mais c'est tout de même pas négligeable. Et ce que ces chiffres montrent aussi, c'est que finalement, on a toujours la volonté d'aller habiter dans moins dense que là où on habite. Vous voyez, chez les habitants de l'agglomération parisienne, on a tout de même 30% qui souhaiteraient habiter dans une ville moyenne, et un petit peu moins, ou à peu près pareil, à la campagne. Donc voilà pour ces premiers résultats qui montrent que la qualité du logement est un vrai critère différenciant quand on habite à la campagne ou dans une ville moyenne, et un vrai point d'attractivité de ces territoires par rapport aux métropoles et à l'agglomération parisienne. Merci beaucoup. Merci Sarah Diotois. Oui, on peut l'applaudir. Et on vous retrouvera pour la deuxième partie, qui sera plus courte, sur un zoom sur les 11 métropoles. Qui, dans cette salle, ne quitterait pour rien au monde son logement, qui est très attaché à son logement? Vous êtes tous parisiens? Et voilà, et justement non, au premier rang. Alors merci, on se retrouvera tout à l'heure. Je vais accueillir les intervenants qui nous ont rejoints. Alexandra François-Cuxac, je vous propose de vous installer. Et puis Olivier Pavie qui est avec nous depuis le démarrage. Et puis Antoine Desbarrières également. Venez vous installer. Alors nous avons Claude Capillon qui va nous rejoindre, qui habite, il va arriver, son GPS indiqué 9h45, donc il est en route. Il
il aura bientôt le métro à Rosny-sous-Bois, donc bientôt il pourra venir en métro. Vous le laissez au centre, comme ça il ne sera pas du tout gêné quand il arrivera. Vous lui avez laissé la place centrale, comme ça il va être un peu gêné quand il arrivera. Non, on va peut-être mieux... non, venez, Madame François Cuxac, sinon vous décalez. Bon, d'accord. En tout cas, un grand merci à vous, Alexandra François Cuxac, donc présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers de France. Merci de nous avoir rejoints. Olivier Pavy, maire de Salbris, président de la communauté de communes de Sologne-des-Rivières et membre de la commission urbanisme de l'AMF. Antoine Desbarrières, directeur général de Qualitel, et Claude Capillon, qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui est président du territoire Grand Paris Grand Est et maire de Rosny-sous-Bois, et donc il nous parlera de l'attractivité de la métropole du Grand Paris et des facilités de circulation aux heures de pointe en particulier. Peut-être on va commencer avec vous, Olivier Pavy. Ces résultats, alors j'imagine que vous, habitant d'une commune rurale, ça ne vous a pas complètement surpris ? 38% attachés à son logement. Alors, je dirais d'abord bonjour à toutes et à tous. Oui et non. Oui, parce que je sais ce que les territoires donc, ont comme richesse. Et généralement, quand un habitant vient donc habiter dans ces communes-là, il fait un choix. Alors, il y a ceux, bien sûr, il y a les habitants historiques qui ont déjà leurs racines dans ces territoires, et il y a évidemment toutes les motivations d'y rester et de ne pas en bouger. Mais de plus en plus de Français font un autre choix, et moi je le vois sur les communes, lorsqu'il y a surtout des infrastructures, donc, parce que l'enjeu principal c'est la mobilité, parce que ces gens-là malheureusement ne peuvent pas souvent travailler sur place, donc il faut qu'il y ait une mobilité, et ça ne m'étonne absolument pas, donc qu'il y ait ces résultats. Voilà. Les jeunes, il y a un focus sur les jeunes justement. Oui. Ouais. Alors les jeunes et surtout les jeunes qui commencent à avoir des enfants, c'est-à-dire les jeunes familles. Et c'est là où on voit justement les gens arriver parce qu'ils construisent une maison d'habitation ou quelquefois quand il y a des copropriétés, ils achètent des appartements. Alors non pas de 30 mètres carrés, mais ils ont des appartements qui font 60, 70 mètres ou 80 mètres carrés, qui est la taille moyenne. Et là, ça correspond, je dirais, à la première étape du parcours résidentiel. Et quelquefois, ils sont locataires, donc soit de petites maisons, ce qui pour nous est une petite maison d'environ 70 ou 80 mètres carrés. Et ensuite, ils vont dans une maison plus importante qu'ils ont fait construire. Ils font un choix de localisation, de type. Voilà, il y a tout un parcours. Ou alors, ils sont propriétaires d'un petit appartement, entre guillemets. Et puis ensuite, ils font le choix de la maison dans leur parcours résidentiel. Donc c'est vraiment quelque chose de voulu. Et donc à partir de là, il y a un attachement évidemment très important. Et oui, plus de 80%. Alors ça, c'est vraiment pour les jeunes, même ceux qui ne sont pas encore en couple. Hein. Les plus jeunes sont très attachés, même ceux qui habitent... Exactement, parce que, comme je le disais, soit ils ont des racines, soit ils ont donc une motivation particulière à venir habiter dans ces communes, parce qu'il y a une qualité de vie, parce qu'il y a encore des commerces. Moi, je suis dans une commune qui fait un peu plus de 5000 habitants. On a encore une poissonnerie en plein centre-ville. On a des traiteurs, des bouchers, des charcutiers. On a tout un tas de commerces je dirais qui n'existent plus dans des villes moyennes ou des villes un peu plus grandes. Vous allez dans une préfecture, aujourd'hui dans le centre-ville d'une préfecture de province, il y a beaucoup donc, de commerces, notamment de bouches, qui ont disparu. Vous trouvez beaucoup de magasins de franchise, mais les magasins de franchise, pour un jeune aujourd'hui, ou même pour un moins jeune, lui, il va avoir ses commandes sur Internet, il va vraiment avoir le choix du e-commerce, il sera livré directement à la campagne comme il pourra être livré à la ville, et à partir de là, ce ne sera pas un critère déterminant pour justement ça. Donc c'est vraiment les autres types de commerces qui sont là, et notamment tout ce qui correspond à ce que les consommateurs demandent aujourd'hui. D'abord, une réception client, une connaissance du client, une traçabilité des produits, avec une mise en valeur des produits des territoires. Et ça c'est un enjeu important pour nous. Et ça demande quand même une implication d'un élu comme vous, parce qu'on parle quand même de déshérence des centres-bourgs, justement de ces commerces qui disparaissent. Vous avez fait un choix de les maintenir, et c'est ça qui fait aussi partie de l'attractivité. Alors ça c'était vraiment un partenariat entre les acteurs économiques et les élus. Il faut qu'il y ait une vision partagée justement du territoire, de son évolution, et d'avoir une politique d'accompagnement et, je dirais, être imaginatif aussi sur un certain nombre de choses. Vous savez, on a beaucoup moins de moyens financiers. Je me tourne vers mon collègue donc de Rosny, que je salue, et donc c'est vrai qu'il a des contraintes budgétaires comme moi je peux en avoir,
mais avec donc des facilités budgétaires qui sont totalement différentes parce que du fait du classement de sa collectivité. Quand vous dépendez d'une agglomération, vous avez un fléchage d'argent public très différent que quand vous êtes un EPCI ou une ville, même un bourg-centre comme on l'appelle, comme l'INSEE l'appelle ma commune, et vous devez être imaginatif. Donc vous devez avoir justement cette collaboration. L'enjeu de nos territoires, c'est aussi le maintien des services publics. Vous savez, moi, dans la commune, on m'a fermé la trésorerie. La Poste vient me voir tous les 2 mois en disant on est en train de revoir le plan de ceci. Et voilà, c'est notre vécu au quotidien. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à monter des services. Moi, j'ai mis en place une maison de service au public où aujourd'hui, j'ai plus de 17 partenaires, y compris même des professions libérales, puisque j'ai demandé à des avocats, donc à des permanences également de notaires, enfin, voilà, d'un certain nombre de personnes pour arriver justement à ce qu'il y ait une vraie vie du service public. Et qui est fréquenté. Ouais. Je vous disais, sur une commune moi, d'un peu plus de 5000 habitants, l'année dernière, j'ai eu 12 000 personnes qui sont venues dans la maison de service au public. On va être labellisé Maison France Service à partir du 1er janvier prochain, parce que justement, ça, c'est un enjeu vraiment des territoires. Et c'est cette proximité. J'ouvre également dans la maison de service au public un guichet unique pour les entreprises et les commerçants, pour qu'ils aient vraiment cette proximité. Donc c'est tout ce travail que l'on fait et que justement les populations ont l'accès aux services et autre chose. Et je voyais aussi la partie Internet, le haut débit. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais aujourd'hui, il faudrait mettre aussi en parallèle tous les efforts qui sont faits par les collectivités, et notamment les communautés de communes ou les communautés d'agglomération, pour arriver à développer le haut débit et le très haut débit. Nous, on a un plan justement sur mon secteur, là, qui vient de commencer, et on va avoir du très haut débit pour 2022. Donc, ce qui va changer aussi la donne sur un certain nombre de territoires. Claude Quépillon, merci de nous avoir rejoints. Je vous laisse un petit peu souffler avant de vous passer la parole aussi. Quel est votre regard? Alors, on vous a présenté les résultats en amont de cette journée. En tant que maire et président du territoire Grand Paris Grand Est, ces résultats, vous les avez perçus comment quand on vous les a présentés? Alors déjà, toutes mes excuses pour arriver en retard. C'est parce que vous n'avez pas le métro encore, c'est ce qu'on s'est dit. C'est parce que j'ai pas le métro et c'est là que 2h30 pour venir de Rosny-sous-Bois à ici. Forcément. Hein, avec les manifestations, la pluie, c'est l'horreur. 1h15 pour venir de Salbris, c'est ça? Eh bien voilà. Justement, ça a un rapport par rapport au sondage que j'ai pu voir, qui nous donne à nous, maires de la Petite Couronne, une exigence importante de qualité environnementale, de qualité de logement, parce qu'on voit bien que malgré les difficultés qu'on peut trouver des fois en zone rurale et en province, avec une certaine désertification des services, des commerces, même voire des services publics, des écoles qui ferment, leur vie du Français, c'est de vivre en province, au vert, et le plus loin possible des nuisances de la région parisienne. Et Dieu sait qu'il y en a. Alors vous allez vous retrouver à un carrefour à 20 minutes de Paris avec cette attractivité-là. Comment vous allez gérer cet afflux de population qui va vouloir venir habiter chez vous? On commence à gérer ça parce que je prends à peu près 600 habitants par an, nouveaux habitants. Et donc, il faut préparer l'arrivée du métro 2023. C'est-à-dire que Rosny-sous-Bois se situera à moins de 20 minutes de Châtelet. Et donc, ça se fait déjà en modifiant, en se donnant des outils juridiques en termes de plan local d'urbanisme. Alors même si maintenant il est passé au niveau du territoire avec le PLUI, mais de façon à essayer de construire une ville équilibrée. Bien évidemment, autour des métros, on va construire plutôt des logements collectifs. Et c'est aussi grâce à ça qu'on a pu avoir le métro. Et pas seulement des logements. Moi, je vois dans ma ville le métro de la ligne 11 qui va de Châtelet à Rosny-sous-Bois. La première délibération, c'est 1936 à Romainville. Donc, vous voyez qu'en France, il faut mettre du temps pour faire 5 km supplémentaires de transport.
ceci dit, il faut appréhender l'arrivée, puisque là, les gens maintenant, ils voient le tunnel, ils voient le tunnelier qui est descendu. Et donc, à la fois construire là où on peut construire, mais préserver. Et les Renéens, Rosny-sous-Bois, c'est une ville de 47 000 habitants, sont attachés à ce qui fait l'histoire, le patrimoine de la ville, c'est-à-dire toutes les zones pavillonnaires. Bien, j'ai tenu à préserver toutes ces zones pavillonnaires en protégeant même, en allant plus loin, en protégeant les cœurs d'îlots, en créant des îlots de fraîcheur, parce qu'on s'aperçoit que, on l'a vu encore cette année, avec les pics de chaleur, et ça va pas se terminer. Donc il faut à la fois construire la nature en ville. Et là, j'ai commencé, par exemple, le premier coup de pioche d'un parc de 15 hectares qu'on va ouvrir dans un an, de façon à préserver la nature en ville. Ensuite, l'exigence qu'on doit avoir à travers l'aménagement d'une ville, c'est de travailler sur la haute qualité environnementale de nos logements. Hein, ça veut dire isolation phonique, isolation thermique, créer des écoquartiers avec une exigence telle que il faut pouvoir offrir dans un quartier, une ville dense, le maximum de qualité aux futurs arrivants. Et c'est pas facile de voir, d'arriver à cet équilibre entre densification autour du métro, alors qu'on voit que les habitants veulent de l'espace, des logements plus grands, s'éloigner des voisins. Comment trouver le bon arbitrage? Et puis surtout, que demander aux promoteurs qui vont construire cette ville de demain? Ils veulent plutôt vivre à la campagne. Ceci dit, les chiffres le montrent. Ils viennent aussi là où il y a du travail. Et le fait de développer les transports dans une ville, c'est de faire venir aussi des emplois. Moi, je suis en train de construire 60 000 mètres carrés de bureaux sur Rosny-sous-Bois. Mais parce qu'il y a le métro. Il n'y aurait pas de métro, il n'y aurait pas de bureau. Donc, mettre le Ronéen, mettre le Francilien de l'Est parisien le plus près de son lieu de travail, c'est quand même un avantage. Chaque année, je remets des médailles aux habitants qui travaillent dans le privé. Et je suis toujours surpris de voir que les gens passent 2 heures, 3 heures, voire même plus par jour dans les transports en commun. La preuve. Et dans des conditions souvent très compliquées. Donc, en plus, nous, on est dans un secteur, dans un territoire qui a été quand même suffisamment délaissé depuis 50 ans. La Seine-Saint-Denis, c'était pas le territoire le plus favorisé en termes de transport, en termes d'infrastructure. Ça commence à changer. Le regard des habitants change aussi par rapport à ce territoire. Mais il y a tout à construire. Parce que justement, le fait d'avoir été oublié, on a une chance encore incroyable, c'est qu'on a du foncier encore disponible. Et à des prix raisonnables. Et un prix à des prix raisonnables, même si je vois, à travers les DIA qui arrivent sur mon bureau, que depuis que les travaux du métro sont commencés, on prend 10 à 12% par an. Donc il y a cette maîtrise du foncier tout en offrant des logements de qualité. Vous vouliez réagir, Olivier Pavie, en plus. Après, je vous passe la parole. Parce que ce qui est intéressant dans l'étude qui a été faite par Ipsos et Qualitel, c'est que l'on voit que les Français ne veulent pas habiter en ville. Ils veulent habiter à la campagne. Et aujourd'hui, chers collègues, vous l'avez dit, vous avez les moyens financiers de créer 60 000 mètres carrés de bureaux. Or, ce n'est pas ce que veulent les gens. Les gens, ils veulent avoir un travail dans d'autres territoires que les villes. Donc aujourd'hui, le gros problème de l'aménagement du territoire et des collectivités, c'est que nous, on a les demandes justement de certaines entreprises pour venir sur nos territoires. Or, on n'a pas les moyens financiers et on n'a pas l'ingénierie pour pouvoir les monter. Donc, vous parliez très justement tout à l'heure du problème des gilets jaunes. Mais le problème, il est toujours constant. Parce que ces gens-là sont parfaitement conscients qu'il y a un déséquilibre. Et un déséquilibre, alors là, c'est vraiment un problème à l'envers, d'accompagnement de la politique publique, d'aménagement du territoire. Et vous allez créer une plateforme, vous allez créer une plateforme avec des logements justement adaptés pour de jeunes couples. On va créer une plateforme logistique parce que nous, on est en 3e couronne aujourd'hui. Les investisseurs s'intéressent à cela. On crée un lotissement. Mais j'ai des difficultés incommensurables pour arriver à boucler les financements. Je suis obligé de passer par un contrat de ruralité que l'État signe une année. La 2e année, j'ai plus les budgets. Je passe par un contrat qui s'appelle territoire d'industrie pour arriver à revitaliser le territoire, mais j'ai pas d'accompagnement sur le logement. Or, un chef d'entreprise, quand il vient s'implanter, il lui faut du logement pour loger les personnes.
Ça, je pense que cet élément-là, le baromètre Qualitel, devrait être un critère de marketing territorial et devrait rentrer justement dans la notation et dans les critères. Les Français veulent habiter à la campagne. L'INSEE dit qu'il y a 52% des Français qui habitent dans les communes de moins de 10 000 habitants. Ils veulent rester là. On ne donne pas les moyens aux collectivités de remettre de l'emploi et du travail et d'accompagner les élus là. Là, il y a un vrai problème de fond, je pense, sur l'aménagement du territoire. Et certains regrettent la DATAR, qui a eu une autre politique il y a quelques années. Et aujourd'hui, l'enjeu justement des pouvoirs publics et de la politique publique, c'est d'arriver à ce rééquilibre. Que l'on ne fasse pas de l'aménagement à l'envers. Voilà. Alexandra François-Cuxac, alors justement, comment les promoteurs peuvent répondre à arbitrer en fait ces exigences des habitants qui veulent de l'emploi pas loin, habiter quand même avec un peu de verre aussi, comment faire? C'est vrai que le sentiment que nous avons, c'est qu'on est actuellement une période un peu charnière. C'est-à-dire qu'on sort d'une grande vague de métropolisation, de construction de nos métropoles, construction de nos territoires autour de zones très denses, qui ont concentré beaucoup d'argent, beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup d'emplois, beaucoup de services, tout ce qu'on sait. Et puis, on arrive aussi on a connu la désindustrialisation, donc on a connu la désertification de nos campagnes, on a connu cet abandon progressif d'un grand nombre de villes moyennes en France. Et aujourd'hui, on a une phase de maturation de notre développement, de notre société, de notre culture, de notre manière de penser, de notre manière de consommer, accélérée par les révolutions qu'on connaît. On est à une étape parce qu'on prend conscience aussi qu'on ne peut pas continuer comme ça. On prend conscience parce que la démographie reste encore très forte, les phénomènes de migration nous interrogent, et en même temps, on comprend bien que le phénomène d'artificialisation des sols ne peut plus durer. Donc on est tous collectivement élus, acteurs de l'acte de construire. On s'interroge sur désormais, qu'est-ce qu'il est important de faire? Et la première des choses qu'on fait, c'est tout le bien de cette étude, c'est qu'on interroge la population. Finalement, de quoi avez-vous besoin, de quoi avez-vous envie? Bien sûr que le rôle des promoteurs, c'est d'écouter les attentes et besoins des clients avant tout, celui de l'élu, bien sûr aussi. Et quand on les interroge, il faut d'abord faire très attention aux conclusions qu'on va tirer d'un certain nombre de ressentis que nous confient les gens. Par exemple, il faut faire attention parce que d'abord, je dirais que depuis toujours, l'homme, il a toujours construit sa maison lui-même. Et on a toujours eu ce mythe, on l'a toujours fait, on a toujours construit son abri pour soi, pour sa famille. Et il y a finalement qu'une centaine d'années qu'on a délégué cet acte de construire à un acteur, à un tiers, qui doit être un tiers de confiance, à qui on a donné dans les mains d'un autre l'art et le soin de confier sa maison. Et la construction de sa maison. C'est déjà une forte responsabilité, une forte confiance dont on a besoin, mais en même temps qui nous déleste un petit peu et qui nous fait peur. Et le mythe de la maison individuelle et du pavillon en France, ça vient quand même beaucoup à ça, et ce serait aussi le cas ailleurs, mais culturellement en France, on y est quand même très attaché. Ce qui peut expliquer un certain nombre de réactions très fortes et parfois des réactions auxquelles on ne s'attend pas. Au-delà de ça, ça veut dire que ceux à qui on confie l'art de construire sa maison sont extrêmement responsables de la qualité de l'emplacement, au-delà de la qualité du logement. Et c'est dommage que l'étude on ne peut pas tout résoudre, mais ne mettre pas en avant les qualités du logement neuf. C'était la dichotomie qu'il y a derrière entre l'ancien dégradé, on le sait, puisque à ce degré de maturation de métropole, on a beaucoup d'anciens dégradés, beaucoup de copropriétés qui posent souci, et puis une manière de construire qui était très différente. Donc aujourd'hui, l'art de construire le neuf, la manière dont on qualifie le bâti neuf, il est tellement élevé, tellement performant, qu'on a un grand niveau de satisfaction aujourd'hui dans le logement neuf, il faut quand même le dire, en termes de confort acoustique, thermique, etc. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face et penser que tout va bien. Il y a quelques points qui sont annoncés, qui sont liés à la densité. Cette densité dans la métropole qui fait des logements beaucoup plus petits et donc plus proches les uns des autres, qui gênent acoustiquement les gens les uns avec les autres dans l'immobilier collectif. Et ça nous interroge parce qu'il faut effectivement y répondre. On n'ira pas dans le sens de construire des logements plus grands parce qu'on ne peut pas, parce que le foncier est rare. On a une ressource qui est de plus en plus rare et donc il faut y faire attention. Par contre, je crois que dans les métropoles, il faut qu'on travaille une densité plus apaisée, peut-être encore meilleur au plan acoustique,
Parce que le sujet acoustique, quand même, dans le logement collectif interroge. Je pense qu'il y a un vrai sujet derrière de rénovation, de réhabilitation, sur lequel les promoteurs doivent absolument se pencher. C'est une de nos responsabilités dans les années à venir. C'est, bien sûr, il faut produire du logement neuf, mais qui est déjà performant, mais il faut aussi, surtout, réhabiliter, rénover. La différence du propriétaire entre le locataire, il entretient son logement depuis toujours, il y fait des travaux, il y met de l'argent. Le locataire n'est pas censé dépenser de l'argent à fond perdu dans son logement, donc son logement se dégrade. Et donc, on a des qualités moindres. Et donc, aujourd'hui, le défi pour les promoteurs immobiliers, c'est celui, non pas de produire des logements plus grands, je vous le dis, on est même plutôt dans ce phénomène d'avoir des logements, une part privative petite. Mais plus modulable, hein, peut-être, non? C'est surtout d'essayer de produire de la qualité de vie, un vivre ensemble qui soit beaucoup plus intéressant que ce qu'on se fait aujourd'hui, c'est-à-dire de développer des parties communes, des espaces communs qui vont rendre des services aux gens, qui vont leur rendre des possibilités de mieux vivre au quotidien, c'est-à-dire de développer, de mutualiser par exemple des services pour en baisser les coûts, mais aussi pour se faciliter la vie au quotidien. On l'a commencé avec des crèches dans nos bâtiments, mais on le poursuit avec des bibliothèques, on le fait avec des toits en potager, on le fait avec des ateliers de déménagement qu'on se partage, avec des conciergeries privées. Bon, il y a un certain nombre de défis que le neuf doit relever, qui est à l'aube de sa transformation et qui doit offrir un certain nombre de conforts d'usage aux gens. On a aussi bien sûr le sujet des bâtiments plus verts, moins énergivores, votre étude le montre. Il y a encore des sujets de consommation énergétique, donc il faut absolument continuer de travailler ces sujets. Et puis au-delà de ça, en face, c'est l'aménagement du territoire du reste du pays. Améliorer les métropoles, certes, mais il faut aussi répondre à cette envie d'aller vivre en campagne. J'habite au fin fond du Pays Basque et ça ne m'empêche pas de venir travailler à Toulouse, à Bordeaux, à Paris. Donc on a cette chance que les entreprises accompagnent un peu ce mouvement avec le télétravail. On a cette chance que le Wi-Fi va se mettre partout et que la couverture numérique va se faire. Mais on est encore très loin d'avoir imaginé un modèle d'aménagement du territoire des zones pas denses, des zones rurales, des zones semi-rurales, qui soit, comment dire, vertueux, c'est-à-dire on ne reproduit pas ce que l'on a pu faire dans les métropoles, parce que je ne crois pas que ce soit le sujet, qui répondent aux attentes de verre, de paysage, d'accès aux services, d'habitat, de densité plus apaisée, plus douce. La densité, c'est pas forcément la hauteur, c'est aussi, comment dire, on peut avoir une très forte densité horizontalement, on le sait. Donc, c'est plus la question de comment on va vivre ensemble en dehors de ce modèle du pavillon individuel où les gens finalement s'isolent quand même un peu. Antoine Desbarrières, que vous inspirent ces différents commentaires, à la fois les exigences des élus, hein, chacun dans leur territoire, et ces promoteurs en pleine réflexion sur l'aménagement de demain? Alors, beaucoup de choses ont été dites, hein. Moi, je ferai 3 remarques. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais on l'a bien entendu. Le territoire donc, est un contributeur majeur de la qualité de vie et du bien vivre chez soi. Et la qualité intrinsèque du logement est aussi un contributeur majeur par rapport à ça. Il ne faut pas l'oublier, et Alexandra l'a souligné. Et puis, il y a une troisième remarque que je voulais faire, c'est que le changement climatique va amplifier en fait l'insatisfaction qu'on peut avoir dans son logement sur le territoire où on vit, et notamment sur les fameuses 5 plaies du logement dont Bertrand Delcambre parlait tout à l'heure en introduction. Voilà, donc ça, c'est les 3 remarques. Et partant de là, moi, je dis qu'est-ce que nous pouvons faire chez Qualitel par rapport à cela. Alors, il ne s'agit pas au travers de l'enquête et au travers des résultats qui ressortent, il ne s'agit pas d'opposer la campagne et la ville, d'opposer l'agglomération parisienne et les villes moyennes, mais plutôt de prendre en compte à la fois les aspirations des habitants qui souhaitent aller plutôt, semble-t-il, pour une grande partie de vivre dans ces petites villes moyennes ou dans les communes rurales, mais aussi l'aspiration des habitants, sur le fond, d'avoir des logements de meilleure qualité. Et donc c'est là que la Qualitel peut agir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on poursuive nos travaux sur les sujets de confort acoustique, on l'a dit, donc à la fois sur la construction neuve, sur la rénovation, parce que on sent bien qu'on ne va pas assez loin de ce point de vue-là quand on construit en ville. Sur les sujets de confort thermique, et là je parle du confort thermique d'été, notamment par rapport à la recrudescence des épisodes caniculaires. En allant dans cette direction, ça veut dire qu'il faut oser aller peut-être plus loin dans la conception des logements. Alors,
sans faire des logements plus grands, mais on a besoin de plus de volume. Donc dans les constructions neuves sur le collectif, et en maison aussi, ça veut dire peut-être se donner la capacité d'avoir des appartements plus hauts, hein, voilà, d'une hauteur sous plafond un petit peu plus importante pour pouvoir installer par exemple des brasseurs d'air, avoir des logements traversants. Donc tout ça, c'est contraint par les règles d'urbanisme, c'est contraint par des enjeux financiers, mais en tout cas, c'est des sujets sur lesquels nous, on connaît les solutions, puisqu'on on les fait mettre en œuvre, on les fait vivre, on les voit vivre, notamment sur le territoire d'outre-mer où on agit. Voilà, d'autres sujets sur lesquels on travaille, les notions de meublabilité, par exemple. Hein, Alexandra François-Cusac parlait on ne peut pas faire des logements plus grands, mais il faut faire effectivement quand même des logements qui soient aussi plus fonctionnels, parce qu'il y a ce manque d'espace qui manque Les rangements. Les rangements, voilà, les gens ont besoin de Plein rangements. Le maintien à domicile des personnes âgées, on l'a vu tout à l'heure sur un des graphiques, au-delà de 60 ans et forcément bien au-delà, les personnes aspirent à plutôt rester chez elles où qu'elles habitent. Donc il faut les aider à rester chez elles. Donc le sujet de la connexion, bien sûr, peut l'aider, mais il y a d'autres aspects. Et puis, bien sûr, les enjeux liés à l'habitat individuel. Donc, il faut que l'habitat individuel soit aussi de qualité. Et puis, les enjeux de la rénovation. Et il faut rénover. Et je me réjouis qu'Alexandra François-Cusac ait évoqué aussi ce sujet. C'est que peut-être les métiers et les professions actuelles doivent évoluer et se projeter sur de nouveaux métiers, notamment en zone urbaine ou dans le rural. Il faut aussi accentuer la rénovation. Alors, je vais juste prendre une anecdote pour conclure sur ce point. J'étais hier en présélection du trophée des jeunes talents d'architectes sur des dossiers présentés par des jeunes architectes en construction et en rénovation. Bon, et fort heureusement, il y a aussi des écoles d'architecture, des architectes qui ont présenté des projets en rénovation. Et l'un d'entre eux était celui-là, je vais vous le décrire brièvement. Des immeubles années 60, reconstruction, des logements, voilà, plutôt une barre, hein, ou des bars en tout cas, des logements petits, pas très grands, 2 pièces 43 mètres carrés, 3 pièces 53 mètres carrés, mais des gens qui sont contents de vivre dans cette taille de logement. Ils n'ont pas forcément besoin de logements plus grands. En revanche, de logements mieux conçus. Et donc, le projet qui est proposé par le jeune architecte, c'est de conserver l'immeuble en l'état, mais de détruire l'agencement intérieur pour reconstruire des logements alors, qui vont être voilà, un peu mieux agencés, un petit peu plus grands. On gagne 10% de surface, mais pas beaucoup plus. Et surtout, effectivement, on va créer des espaces communs pour la laverie, pour... Olivier Pavien a des services projet similaire, dont chacun pourrait bénéficier. Donc c'est ça aussi, il faut savoir, il va falloir être capable d'être en rupture, d'être capable d'innover aussi sur la conception. Voilà. Et puis bon, je ne parle pas après du rôle des pouvoirs publics et des collectivités sur l'aménagement du territoire, mais là ça a été largement évoqué, donc on reviendra dans la deuxième partie sur cet aspect d'innovation, parce que je crois que vous avez aussi plein de réflexions dans ce domaine. Peut-être un zoom à présent sur les 11 métropoles, avec Sarah qui nous rejoint d'Ipsos, les 11 plus grandes métropoles face au défi de la qualité du logement. C'est parti. Voilà, on va voir maintenant comment la qualité du logement est aussi un défi pour les métropoles. Pardon. Donc, si on regarde sur ce critère d'ancienneté du logement, les 11 métropoles que nous avons interrogées, les habitants des 11 métropoles, on a clairement 2 groupes, avec un premier groupe de 5 métropoles dans lesquels les logements anciens construits avant 1980 sont majoritaires, hein, Paris, Lille, Lyon, Nice et Marseille, et un autre groupe de 6 métropoles dans lesquels, au contraire, les logements d'après 1980 sont, eux, majoritaires. Et on va le voir, ce critère de l'ancienneté de construction du logement est un critère déterminant dans les métropoles sur la qualité perçue du logement. Vous le voyez là, si on regarde la répartition de notre fameux Quali-score dans les différentes métropoles, on voit là aussi clairement 2 groupes, avec un groupe Quali-score plutôt bon, supérieur à la moyenne, qui sont essentiellement des métropoles avec un parc de logements plutôt récent. Et à l'inverse, à droite du graphique, les métropoles dans lesquelles le Quali-score est plus faible et qui sont plutôt des métropoles dont le parc de logements est ancien.
Alors, si vous avez bien suivi, vous me direz, et non, il y a Nice, dans les métropoles dans lesquelles le Quali-score est plutôt élevé, alors que le parc de logement est plutôt ancien. Mais là, c'est des raisons qui sont plus de l'ordre socio-démographique. Vous le savez peut-être, à Nice, notamment la part de personnes âgées est bien plus élevée que dans les autres métropoles. On a 36% de la population à Nice qui a plus de 60 ans. C'est près de 10 points de moins dans les autres métropoles. Or, on le sait, les personnes âgées, on l'a dit tout à l'heure, sont beaucoup plus majoritairement, par exemple, propriétaires de leur logement. Et on le sait aussi que le fait d'être propriétaire contribue à noter plus favorablement la qualité de son logement. Donc la date de construction du logement semble être un critère très important de la qualité du logement dans ces métropoles. Et on le voit sur ce graphique également quand on regarde maintenant l'ensemble des 11 métropoles. Résultat de façon agglomérée, on a clairement une qualité perçue du logement qui s'améliore plus le logement est récent, avec une note quand même de 7,2 dans les métropoles pour des logements construits après 2009, ce qui est particulièrement élevé compte tenu du fait que par rapport à l'ensemble de la population, on l'a dit tout à l'heure, les métropoles ont une note de qualité en général beaucoup plus faible. Donc cette date de construction, elle est très importante et c'est le facteur explicatif, y compris sur les plaies du logement. On le voit là avec l'exemple du confort thermique. Les logements d'après 1980 enregistrent une bien plus grande insatisfaction sur le confort thermique que les logements d'avant 1980. Donc voilà pour ce zoom très rapide sur les métropoles. Il y a bien sûr beaucoup plus d'autres résultats, mais l'idée là était de vous montrer que la qualité du logement dans les métropoles est également un facteur important de l'attractivité et que dans ces villes où bien sûr on ne peut plus autant construire que dans les zones moins denses, la rénovation est un enjeu particulièrement important. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors justement, la rénovation, vous évoquiez tout à l'heure un enjeu de rénovation même pour les promoteurs, c'est-à-dire que vous allez vous attacher à rénover ces parcs plus anciens pour leur donner les qualités du neuf, c'est possible ça? Oui, je crois que les promoteurs doivent participer et faire face aux différents enjeux qui sont ceux des métropoles aujourd'hui. Donc construire du neuf devient un peu protéiforme. Aujourd'hui, on surélève, on rénove, on étend. Enfin, finalement, on s'adapte à la ville dense, on s'adapte à la ville telle qu'elle est aujourd'hui. Je parle des zones denses. Et donc, l'enjeu de rénover pour améliorer le confort des habitants, bien sûr, c'est pas un nouveau métier pour les promoteurs, mais c'est quand même une diversification qui nous semble nécessaire pour que nos compétences, notre niveau d'exigence et de qualité puissent aussi s'exprimer dans des lieux qui sont déjà existants et qui ont besoin de rénovation parfois lourde. Donc ça, c'est très intéressant aussi. C'est tout un secteur d'activité qui s'ouvre pour notre profession. Donc pour nous, c'est plutôt une aubaine. Ensuite, on a une réflexion sur les modes constructifs également, parce qu'on voit bien qu'on ne pourra pas tout faire en béton. On voit bien que les énergies renouvelables, le défi environnemental nous obligent aussi à construire différemment parfois. Et l'enjeu du bois, par exemple, pour parler que du bois, est un enjeu très important aussi en matière de confort. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas réussir à relever le défi environnemental et puis baisser en qualité d'usage ou en confort de vie au quotidien. Donc, ce niveau d'exigence que nous avons acquis avec des réglementations successives très fortes, très coûteuses, on a mis quand même beaucoup d'argent public aussi. Dans le neuf, je pense au logement social, et puis le privé a suivi, fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un logement cher, mais on a un logement quand même performant, et il faut absolument pouvoir en faire bénéficier l'ancien. Et avec de la créativité, de l'inventivité, des matériaux comme le bois, de nouveaux espaces, vous pensez que l'on peut arriver à un niveau de satisfaction équivalent en rénovation que dans le neuf aujourd'hui, c'est possible? Je pense on est au-delà maintenant de l'expérimentation. Dans le bois, on est au-delà de l'expérimentation. Le bois a montré ce qu'il était capable de faire et il a montré aussi ses limites. Parce qu'encore une fois que le bois vienne aussi de chez nous et qui ne coûte pas en acheminement, c'est évidemment les défis, l'évidence, le bon sens, mais enfin il a fallu quand même parfois recadrer ça. Mais après on est très expérimental dans d'autres sujets comme le chanvre, comme d'autres matériaux très naturels qui ont des grandes qualités d'inertie et donc qui
qui peuvent être une solution pour certains aspects. J'imagine que dans cette belle maison, vous êtes en train d'y penser, d'expérimenter aussi. Mais voilà, donc ce sont des sujets sur lesquels il faut aller quand même pas à pas, parce que je vois beaucoup, une petite inquiétude quand même, je vois beaucoup de sociétés d'aménagement aujourd'hui, notamment en Île-de-France, qui ont conscience de tous ces enjeux et qui les expriment très bien, mais qui les expriment un peu trop rapidement dans les cahiers des charges, avec des cahiers des charges de projets qui sont extrêmement ambitieux, qui vont très très loin dans la recherche notamment de protection de la santé aussi, de qualité de l'air, qui sont des enjeux importants, mais dans lesquels on a un peu envie de tout mettre. On veut mettre les énergies renouvelables, on veut mettre le confort, on veut mettre la baisse des consommations, on veut mettre la protection de la santé, et on se retrouve avec des cahiers des charges extrêmement complexes sur lesquels on n'est pas encore forcément suffisamment avancé pour répondre correctement, et surtout sur lesquels on va être obligé de mettre encore beaucoup d'argent et de rendre tout ça très coûteux. Donc je veux juste aussi qu'on prenne conscience que certainement derrière, en filigrane de cette étude, il y a aussi le coût de mon logement. Et mon coût de mon logement en zone rurale, il est quand même bien moins élevé qu'en zone dense. Et donc il faut qu'on fasse attention à garder un équilibre, pas bâtir quelque financier. chose que personne ne peut s'offrir. Voilà, donc il faut raison garder et essayer de maîtriser nos coûts. C'est pour ça que la mutualisation aussi des services dans les copropriétés est très intéressante. Quand Réinventer Paris a lancé son concours, sur un des projets, un tout petit promoteur a gagné avec du bon sens et une idée très intelligente qui était de produire au rez-de-chaussée de ce petit bâtiment de 15 lots un local commun qui allait être confié à la copropriété, dont elle allait générer des revenus en le louant, lesquels revenus allaient baisser les charges de copropriété collective. Voilà des nouveaux montages, des nouvelles manières de faire sur lesquelles nous nous interrogeons. Le démembrement en est une aussi, des nouvelles manières d'utiliser l'espace qui peuvent être aussi au service de la baisse des coûts. Ça me paraît être vraiment important. Claude Capillon, Tellement de peut-être sujets. en réaction à ce que vous venez d'entendre, est-ce qu'il y a des pistes pour trouver cet équilibre raisonnable? Ouais, on est déjà dans ces dynamiques sur vivre et habiter autrement dans notre parc collectif. Et dans les nouveaux quartiers qu'on est en train de créer, par exemple, on essaye de réfléchir pour, là on vient d'en ouvrir 3, mettre des micro-crèches en pied d'immeuble avec un jardin, pour éviter d'envoyer les parents dans un modèle de crèche qu'on faisait il y a 20 ans avec 50 berceaux, et les mettre le plus près possible de là où il y a la vie, le métro, les transports. Après, j'aurais tendance à dire que on ne peut pas opposer province et puis agglomération parisienne. On a d'abord des contraintes importantes. L'État nous demande de construire. Alors ça, je le rappelle à chaque fois parce que et je me pose toujours la question de répondre favorablement à l'État. C'est ce que nous on fait. Mais quand je vois les aides de l'État parce que dès que vous faites venir la population, il faut construire des écoles, il faut construire des crèches, des maisons de retraite. Et là, l'État souvent n'est pas au rendez-vous. On a aussi une obligation de construire 25% de logements sociaux. Moi, sur ma ville, j'ai un stock de 3000 logements en attente depuis, en moyenne, 36 à 48 mois. Ça veut dire qu'il y a des gens en région parisienne qui n'arrivent pas à se loger. Donc, c'est des contraintes qui sont importantes. Et sur une ville comme Rosny, où il y a 26% de logements sociaux, la ville s'est construite à partir des années 60-65. Il y avait le cœur de ville et ensuite, les quartiers se sont créés à la périphérie. Parce qu'il fallait loger à l'époque des populations qui venaient de l'étranger et qui vivaient dans des conditions incroyables. Bien, tout ce parc, qui représente environ maintenant 25 000 habitants, il a fallu quand même le rénover. En 10 ans, on a rénové 80% du parc social de la ville. Après, on a aussi un problème, on le voit dans le graphique, c'est toutes les constructions qui ont été construites avant 1950. Comment aider certains petits propriétaires à faire les travaux d'isolation phonique, thermique? Et là, la ville a un rôle à jouer pour faciliter, créer des aides pour pouvoir travailler sur du bâti ancien. Si on ne fait pas ça, moi j'ai eu le cas au mois de novembre dernier où j'étais forcé de prendre un arrêté de péril imminent, vous construisez du logement insalubre. Et souvent derrière, vous avez un problème de marchand de sommeil. Donc vous voyez la problématique dans les villes denses, c'est de construire la ville de demain.
Et clairement, là, j'ai moins de soucis parce que il y a des choses qu'on est en train d'inventer. Par exemple, je suis assez d'accord sur le fait qu'on ne peut plus faire des grands logements à plus de 120 mètres carrés, c'est pas possible. Mais par contre, créer un ou deux appartements pour pouvoir aider les familles à venir voir leurs enfants pendant un week-end, construire des services mutualisés, un atelier pour que les gens puissent faire du bricolage sans faire du bruit au 5e étage. J'ai vu des choses intéressantes qu'on est en train de mettre en place dans les nouvelles habitations. Moi, je serais plutôt inquiet sur comment traiter l'habitat ancien et surtout comment traiter la division parcellaire et de pavillons, ce qui est monnaie courante chez nous, alors avec le permis de louer, le permis de diviser. Vous les avez interdits d'ailleurs. Nous, on les interdit parce que c'est un vrai problème. Vous avez un pavillon qui est divisé. Il n'y a pas de permis construit, on ne touche pas la façade. Donc vous ne le voyez pas, vous le voyez le jour où les gens emménagent, ils mettent 4 boîtes aux lettres. Et là, influence sur les écoles, influence sur le parc de stationnement, puisque les gens ont des voitures, et du coup, il faut avoir des outils juridiques pour pouvoir éviter ce phénomène qui devient de plus en plus fréquent en région parisienne, c'est la division de pavillons anciens. Olivier Pavier, alors vous n'avez pas complètement les mêmes contraintes. Vous avez des logements qui peuvent accueillir les 3000 personnes. Mais peut-être pas les emplois. Alors, c'est vrai qu'on pourrait jumeler nos villes entre Rosny et Salbris, parce que, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, il y a des régions qui ont connu une désindustrialisation. Mais quand elles étaient industrialisées, il y a eu du logement, et notamment beaucoup de logements publics qui ont été faits. Et aujourd'hui, ce parc a été depuis longtemps abandonné par les bailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont fait de la gestion, ils ont fait de l'encaissement de loyer, mais ils n'ont absolument pas travaillé sur le bâti et le confort. Donc on se retrouve avec des logements qui sont... Alors, parce qu'on n'a pas la même pression, on ne va pas avoir les problèmes d'insalubrité quelquefois, mais surtout de marchands de sommeil, Dieu merci. Et ça, je vous rejoins complètement, parce que, juste une parenthèse, j'avais demandé, moi, à l'AMF, que l'on mette en place un permis de louer, un permis de diviser, c'est-à-dire qu'on modifie le code de l'urbanisme pour arriver justement à répondre à ce problème-là, mais qui va s'étaler, de toute façon, qui va s'étaler, parce qu'il y a un certain nombre de régions qui commencent à avoir, il n'y a pas que les régions très denses, donc on voit un certain nombre de régions qui ont le même problème, justement, et notamment la région PACA, dans des communes moins importantes et des zones littorales. Donc ça, c'est un vrai sujet également sur l'habitat et un vrai enjeu. Mais pour revenir à cela, à ce qu'on disait, c'est-à-dire que moi, j'ai des logements vacants. Sur une commune d'un peu plus de 5000 habitants, j'ai un peu plus de 800 logements vacants, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à être accompagné par les pouvoirs publics pour pouvoir justement aider à avoir un financement. Il y avait des financements en rue, mais qui ne concernent que la ville. Les zones comme les nôtres n'étaient pas justement concernées par ce dispositif. Or, l'État n'a pas mis en place un autre dispositif, et on sait que les préfets surveillent comme le lait sur le feu le quota de logements sociaux par département. Et donc la vacance leur permet de temps en temps de jouer. Quand une commune ne rentre pas dans les clous, ils ont un quota départemental qui permet de ça. Donc c'est une vraie difficulté, et c'est là où il faut aussi avoir de l'imagination. C'est-à-dire remettre en circuit ces parcs, et vous le disiez tout à l'heure, l'imagination, moi je le vois sur ce parc public, on a 3 étages, c'est des R+3, il n'y a pas d'ascenseur. Eh bien, quand vous n'avez pas d'ascenseur au R+3, vous avez une partie de la population qui n'habite pas le 3e étage. Donc ce dernier étage, on a décidé avec un de mes bailleurs sociaux d'araser, en fin de compte, cet étage pour en avoir que 2, et de refaire une coque énergétique, donc au-dessus, sur le gros œuvre actuel, pour arriver justement à la fois changer l'aspect du bâtiment, le moderniser, et surtout le rendre performant sur le plan énergétique. Parce que la difficulté pour un certain nombre de personnes, notamment de locataires du parc public dans des territoires ruraux, c'est qu'ils arrivent quelquefois à avoir une facture de consommation énergétique qui est supérieure à la facture du loyer. Et ça, c'est un énorme problème.
On parlait des personnes âgées, c'est pareil. Le maintien à domicile est un vrai enjeu. Or, il y a besoin d'un vrai accompagnement, mais c'est une politique plus générale entre les EHPAD et le maintien donc à domicile, plus également la politique hospitalière dans les régions, où on doit avoir, avec bien sûr, je dirais toute la partie rénovation du logement ancien et les promoteurs et les aménageurs, une réflexion d'ensemble, mais créer du logement donc qui soit aussi modulable. Nous parlions avec une personne avec qui j'ai échangé il y a quelque temps d'une copropriété qui s'est fait à Vineuil, à côté de Blois. Le promoteur a eu l'intelligence de faire quelque chose pour arriver au maintien du personne à domicile qui fait partie de la qualité du logement. Donc de faire en fin de compte des cloisons qui sont amovibles. C'est-à-dire que le problème du maintien à domicile, souvent pour une personne âgée, c'est quand elle arrive à avoir un lit médicalisé dans sa chambre, elle est obligée de dormir dans le séjour. Eh bien, il suffit simplement de mettre une cloison amovible entre les deux et on augmente la taille donc, de la chambre et on diminue la taille de séjour pendant quelques mois. Et c'est vraiment toutes ces astuces qui serviront après à maintenir ces personnes et avoir une qualité de vie. Et puis enfin, on parlait de nouvelles générations donc de bâtiments. Moi, je suis en train de faire l'expérimentation avec une société de ma région sur un bâtiment modulaire industrialisé. C'est le principe, en fin de compte, de la voiture automobile, où on fait un module et puis les modules s'ajoutent les uns aux autres et ensuite il y a un habillage complet extérieur et de l'extérieur on ne voit absolument pas la différence entre de l'habitat traditionnel et l'habitat modulaire. Par contre, comme c'est quelque chose qui est fait en industrie, on arrive à des performances à la fois énergétiques et acoustiques qui sont bien supérieures aux normes actuelles et ce qui permet justement donc de répondre à ce besoin donc de limitation des charges. Et moi, ce que j'ai demandé dans le cahier des charges, c'est qu'il y ait une connectivité complète de l'ensemble des logements pour pouvoir justement apporter tous les éléments à la fois aux gestionnaires, mais également à la collectivité, pour permettre d'avoir une gestion la plus, je dirais, rigoureuse du parc et surtout de donner un intérêt à la revente. Parce que si vous abaissez les charges, automatiquement, on sait qu'il n'y a pas une vraie valeur verte aujourd'hui à déterminer dans les logements, mais il y a une valeur, par contre, du fait de la faiblesse des charges et qui permet à un certain nombre de jeunes générations ensuite d'accéder. Donc il faut de l'imagination, de la volonté, et ne vous inquiétez pas, dans les territoires ruraux, on en a. Vous en avez, oui, on voit bien. Peut-être un dernier mot avant de passer la parole à Juste Antoine. sur ce sujet de l'industrialisation qui est vraiment intéressant. C'est vrai qu'on a beaucoup de retard en France sur ce sujet de l'industrialisation des modes constructifs. Bon, parce que je pense qu'on a tellement construit en béton, et Dieu sait que c'est un matériau qu'on adore et qui est performant et qui a beaucoup de qualité, mais par contre, il a quand même un défaut, c'est qu'il nous a énormément contraints dans le modèle. Et donc, les progrès se sont arrêtés là. Et maintenant, on est un petit peu bloqué. Il y a une autre raison, c'est qu'aussi, on a souvent pensé dans l'inconscient collectif que l'industrialisation, c'était la standardisation. Sauf que ce qu'on est en train de découvrir, c'est que cette standardisation, elle va être au service de la personnalisation des logements. Vous êtes très bien, monsieur, c'est vraiment l'adaptation en fonction de sa vie, de son parcours résidentiel, de son parcours de vie. On va pouvoir moduler à l'intérieur. On va certainement être plus performant dans ces modes constructifs-là en termes d'acoustique, parce que du coup, on va s'intéresser plutôt à l'extérieur et au périphérique du logement plus que à l'intérieur. Et ensuite, parce que les personnes le réclament, c'est-à-dire que les gens veulent aujourd'hui personnaliser leur logement, mais elles ne sont pas forcément hostiles à avoir un logement en 6 mois, nous voir construire très rapidement, baisser les charges, baisser les coûts de fabrication ou de rénovation, etc. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut pousser en France, qu'il faut creuser et qu'il faut dédiaboliser un petit peu, qu'il faut expliquer. Il y a sûrement beaucoup de pédagogie à faire et bon, la fédération travaille actuellement à ces questions avec la FFB pour essayer de pousser aux entreprises à évoluer un peu sur ce thème-là, avant que le bois ne le fasse, parce que dans le bois, par contre, ces questions sont vraiment à l'ordre du jour. Rapidement, votre regard en tant qu'ancien directeur des affaires économiques du Conseil supérieur des notaires sur... vous avez mis en place l'indice que l'on retrouve chaque année. Quel est votre regard sur le classement des métropoles quand même, rapidement ? On n'a pas parlé justement des résultats des métropoles. Et moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé lorsque vous m'avez présenté les éléments. Pourquoi ? Parce qu'on voyait, on ne s'imaginait pas que Rennes arriverait en tête.
Et c'est très intéressant parce que ça, c'est de la politique d'aménagement du territoire. Les élus rennais, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ont eu l'intelligence, en fin de compte, de constituer des zones de réserve foncière. Parce qu'ils savaient que la ville allait évoluer. Et donc, ils ont maîtrisé pendant des années le prix du foncier. Et donc, ça a permis à Rennes d'être toujours... quand on faisait, quand je faisais la note de conjoncture donc immobilière du notariat, qui perdure, donc, parce que maintenant je m'en occupe plus, mais donc on voyait Rennes toujours dans les prix les plus faibles en neuf, en appartement neuf. Et là, on voit que donc automatiquement, ça a permis aux promoteurs, et je crois que votre fédération a eu il y a toujours des gros projets de construction, il n'y a pas que Montpellier, il y a Rennes aussi, et ça a permis à la fois de faciliter l'accession à la propriété dans le neuf, d'avoir des logements de qualité, et surtout aujourd'hui, d'avoir un baromètre, un ressenti de logement. Donc ça c'est un très très bon exemple d'une bonne politique d'aménagement du territoire, avec les conséquences que l'on voit sur une génération. Eh bien, merci beaucoup Antoine Desbarrières pour terminer cet échange. Oui, alors moi, en ce qui me concerne, j'étais pas du tout surpris que Rennes soit en tête du classement. Et je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en 2005, j'ai signé une convention avec Rennes Métropole sur la certification de l'ensemble du parc de logements social neuf et une grande partie des logements réalisés par les promoteurs ou les constructeurs. Et donc, ces logements neufs, ils sont certifiés par Qualitel, et donc c'est normal que Rennes soit en tête. Voilà. Ceci étant dit, alors, accessoirement, d'ailleurs, la petite copropriété de Vineuil est aussi certifiée NF Habitat. Voilà. Donc ça, c'est pour l'analyse, et absolument. Et ça, c'est pour l'analyse par rapport au logement neuf. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire sur le logement ancien ? Le rénover. Alors, je parlais du logement social. Il est exemplaire, on sait, en la matière. L'ANA aussi est très engagée. On sait que le logement rénové, c'est notre baromètre l'année dernière qui le disait, quand on engage un minimum de 3 à 5 travaux sur la rénovation, on atteint, sur le Qualiscore, on atteint la note des logements les plus récents. Pas le logement neuf, mais les logements les plus récents. Donc c'est bien le sujet. Et donc je demande à chacun de noter sur son agenda la date du 14 novembre, puisqu'il y a aussi un enjeu dans les grandes métropoles sur la rénovation, c'est la rénovation des copropriétés. Et donc le 14 novembre, nous annoncerons avec la FNAIM, dont nous sommes partenaires, un vaste programme relatif à la rénovation des copropriétés. J'en dis pas plus. Voilà, il faut être un petit peu patient d'ici là. Merci beaucoup. Il y aura un temps d'échange un peu plus informel ou pour la presse des rendez-vous juste après. On arrive à la fin. Un grand merci aux intervenants que je vous demande d'applaudir pour leur présence. Et je passe la parole à Bertrand Delcamps pour quelques mots de conclusion et nous annoncer une nouveauté également. Bien, bon, écoutez, on arrive effectivement à la fin de cette présentation. Donc merci à tous là pour ces échanges très riches qui confirment d'une part que la qualité perçue du logement, c'est un déterminant essentiel de la qualité de vie des Français. Elle conditionne manifestement leur choix de vie et en conséquence une grande partie des équilibres territoriaux. Puis d'autre part que la rénovation du parc ancien, notamment dans les grandes métropoles, est essentielle et c'est à ce prix qu'elles maintiendront durablement leur attractivité. Mais c'est parce que la qualité du logement est l'affaire de tous que Qualitel a souhaité permettre désormais à tous les Français d'évaluer la qualité, d'auto-évaluer la qualité perçue de leur logement et de comparer leurs résultats à ceux du baromètre Qualitel Ipsos. Donc c'est un dispositif participatif qui rejoint une grande ambition de l'association Qualitel qui vise à inciter chacun à se questionner sur la qualité de son logement et à en comprendre les leviers d'amélioration. Donc c'est désormais possible sur j'évaluemonlogement.org. Merci à tous.